mais la principale mission du théâtre, c'est d'en créer, d'en produire et de soutenir des artistes, donc auteurs, metteurs en scène, et de faire découvrir les œuvres un peu contemporaines au plus grand nombre. Voilà, avec une grosse mission de médiation culturelle. Et nous, la crise, enfin en tout cas le Covid, donc depuis le mois de mars, bon, je dirais qu'il y a eu deux étapes. Le premier confinement, ça a été un peu l'effet de surprise, et puis un arrêt beaucoup plus brutal. Donc tous très confinés, tout à l'arrêt d'un coup. En termes de communication, nous, on avait la perspective de la saison prochaine. Donc on avait quand même une possibilité de travailler sur ce qui allait venir. Donc un travail de brochure, un travail concret. Donc pas tellement de perte de sens en termes de métier et de l'activité. Forcément un travail d'annulation, mais ça c'est des choses qui étaient beaucoup plus, je dirais, même si on était avertis tous les 3 semaines, 15 jours, je trouvais que c'était moins irrégulier qu'actuellement. En tout cas, je le recevais comme ça. Et là, ce deuxième confinement, très différent, parce que des reports dans la saison immédiate, pas dans la saison prochaine, un couvre-feu qui opère aussi, enfin qui va s'opérer, et des perspectives, pas tant que ça. Enfin, pour nous communicants, en fait, moi, je ne peux pas communiquer sur la saison prochaine, je ne peux pas la préparer. Et je ne peux pas communiquer en fait concrètement sur ce qui va se passer. Ou alors je communique au jour le jour, et parfois ce que je communique, c'est notre cas là, est faux. Donc c'est pas simple. Et obligation pour nous, mais je trouve que c'est intéressant aussi de se dire qu'on est au ralenti et que nos métiers sont obligés de breaker. Parce qu'on a fait aussi, au premier confinement, on a voulu remplir, mettre en place des choses, des vidéos en ligne, enfin voilà, combler le vide. Mais bon, là, ça engage que moi. Je trouve que c'est important d'essayer de faire des projets plus sur du long terme, des choses qu'on pourra continuer d'accompagner plus tard, déconfinement ou pas, ou reconfinement, enfin, peu importe. Voilà, donc là, ça soulève de nouvelles questions. Voilà. Merci pour ce petit éclairage, Patrick, au niveau du rocher, au niveau de la production, au niveau de la musique en général, car tu es ambassadeur de musique ce soir. Merci. Nous, donc, lors du premier confinement, on a fermé le bâtiment, comme beaucoup de monde, et on l'a rouvert très vite, on fait au mois d'avril, pour accueillir une association de ce nom qui faisait de la récolte de nourriture pour de la redistribution ensuite dans les quartiers, sur la rive droite, etc. Donc ça a été une activité qui s'est développée dans le hall du Rocher pendant plus de 2 mois, qu'on a redémarré au mois de novembre, là, toujours avec la même association. Donc on a changé de fonction, quoi. On est devenu épicier solidaire du jour au lendemain. Et puis c'était assez intéressant, en fait, cette activité, parce que ça a fait rentrer au sein du Rocher tout un tas de personnes, notamment de femmes du quartier, qu'on ne voyait jamais, bien sûr, qui n'avaient jamais mis les pieds au Rocher, qui là sont venues, parce que c'était aussi un moyen de se retrouver, de prendre le petit-déj, de discuter, etc. etc. Et c'est vrai que et du coup, il y a des liens là, qui se sont créés, ça aura au moins eu cet effet positif, de jouer un rôle de médiation qui n'était pas tout à fait prévu. Mais bon, c'est quand même pas notre fonction principale. Donc ensuite, on a réouvert pour accueillir des résidences. On a fait quelques concerts en salle vide, streaming, etc., histoire de soutenir la scène locale aussi, pour faire jouer la scène locale en la rémunérant, etc. Et puis, on a redémarré au mois de septembre, pensant qu'on allait pouvoir, au fond, faire un trimestre à peu près normal, en jauge réduite, avec port du masque, tout en assis, etc. Donc on a passé notre temps entre mars et septembre à reporter des concerts, à déplacer des dates, etc. Et puis, donc de septembre à fin octobre, on a eu une activité
somme toute normales, c'est-à-dire concerts, les siestes musicales l'après-midi, tout le travail de médiation, les scolaires, etc., etc. Et puis donc novembre, là, il y a eu cette espèce de coup d'arrêt brutal auquel on ne s'attendait pas trop. Et donc là, ça a été fermeture totale du bâtiment, donc hormis la réouverture pour l'activité de récolte de nourriture. Mais autrement, donc, plus d'ouverture au public. Et donc, tout le monde en chômage technique, en télétravail, chômage partiel, télétravail. Et à partir de début décembre, donc, j'ai proposé à l'équipe de revenir au Rocher en temps partiel. Ce que la totalité de l'équipe a accepté. Enfin, tout le monde avait envie de revenir. Ça ouvrait aussi des perspectives. On avait prévu, donc, après l'annonce de Castex il y a 3 semaines, au départ, moi, j'avais commencé à déplacer les concerts du mois de décembre. Et puis après l'annonce de Castex, on s'est dit, bon, il ouvre une fenêtre de tir le 15 décembre. On va remettre en route les siestes musicales. On avait un concert le 18 décembre, on va le faire. Histoire quand même là de pas baisser les bras, quoi, d'être assez réactif, de montrer aussi que nous, on est sur cette ligne-là, quoi. Je sais qu'il y a des salles de concert qui ont fermé, qui ont décidé de fermer tout le trimestre. Nous, on n'était pas du tout dans cette logique-là, mais plutôt de dire il faut arriver à réagir vite, quoi, à montrer quand même qu'on peut être réactif, même s'il y a moins de monde, même si on n'a pas le temps de communiquer, même si, tant pis, il faut quand même que ça vive, quoi. Moi, je trouve mortifère ces salles fermées. Enfin, je ne peux pas m'y faire, quoi. Je veux dire, aller au Rocher et trouver les salles vides, moi, je ne peux pas m'y faire, quoi. Donc, je ne suis pas le seul. Donc, en décembre, on a donc des résidences dans toutes les salles. On a réouvert l'espace coworking, réouvert la pépinière d'entreprise. On s'est dit, c'est bon, ça repart. Et puis là, donc, il y a une semaine, recoup de massue. On nous dit qu'il y aura un couvre-feu, que les salles de spectacle vont fermer, ainsi que les cinémas. Et donc, il faut annuler. Il a fallu annuler ce qui était prévu. Le concert du 18 décembre qu'on avait mis au 5 février, qu'on avait remis au 18 décembre, on l'a remis au 5 février. Enfin, voilà, on s'amuse à ce genre de choses. Et puis, on a quand même fait quelques concerts en streaming aussi, concerts filmés par Noah, la chaîne liée à France 3. Et puis, voilà, hier, on a fait notre vente de Noël. Alors, d'habitude, on fait ça sur place au Rocher, donc une place achetée, une place offerte. Et là, on l'a fait en ligne. Ça a été un succès incroyable. On a vendu près de 1000 billets. Donc, puis sur des concerts qui ne sont pas... je veux dire, c'est pas sur IAM, Caravan Palace et tout ça, parce que tous ces concerts-là sont complets. Donc, c'est plutôt sur des concerts un peu plus difficiles, Mama Lenz, Bachar Mar Khalife, Rhythm of Alchemy, etc. Enfin, des choses quand même plus pointues. On a quand même réussi à vendre 1000 billets dans la journée. Les gens se battaient pour certains concerts. Enfin, on recevait des tas de mails. Je ne comprends pas, j'arrive pas à me connecter, etc. Donc, c'est plutôt positif. Enfin, en tous les cas, sur l'appétence, je crois, de tout le monde pour revenir dans les salles. Mais c'est vrai que c'est quand même une situation très particulière, parce que même si, ok, on s'adapte et on fait tout ce qu'il faut, on est quand même là dans un climat qui est très particulier. C'est-à-dire que le premier confinement, au fond, il y a eu un effet de surprise, on ne savait pas, tout le monde attendait. Mais là, on a l'impression un peu qu'on nous refait un coup là. C'est-à-dire qu'on a l'impression un peu que on nous a eu la première fois, sans trop nous le dire. Enfin, tous les 15 jours, on avait une annonce, là, on repoussait. Donc, nous, on était pendus aux déclarations de Castex et de Macron en se disant, bon, quand est-ce qu'on réouvre? On y croyait naïvement. Moi, je me rappelle que quand on a fermé le Rocher mi-mars, les jeunes femmes de l'équipe qui ont des enfants disaient, bon, bah, la semaine prochaine, il faut qu'on arrive à s'organiser et peut-être prendre une babysitter commune pour venir au Rocher quand même continuer à travailler tôt. Enfin, on était dans cet état d'esprit, quoi. On n'était pas parti sur 2 mois de confinement, etc. Et puis là, donc, on voit, les supermarchés blindés, du monde dans les rues, etc. Puis à côté de ça, on nous explique que les salles de spectacle, c'est très dangereux, qu'on va choper le virus si on se retrouve distancié avec le masque dans une salle de concert pendant 1h30. Voilà, on est confronté à tout un tas d'aberrations. Et surtout, derrière ça, moi, je trouve ce qui est plus grave, pour moi, c'est pas... au-delà de ça, c'est que je pense qu'il y a outre le fait qu'il y a un vrai mépris de ce que peut être la culture et une politique culturelle aujourd'hui, je pense qu'il y a quelque part là, alors je n'arrive pas à savoir à comprendre si c'est fait sciemment ou pas,
une espèce de volonté de casser du lien social. Je me dis, quand on ferme les cinémas, on ferme les bars et les restos, on met un couvre-feu, enfin, je veux dire, je suis désolé, ça s'appelle un état policier, quoi. Alors après, on peut raconter ce qu'on veut, que c'est pour nous protéger du virus, que ce virus est très dangereux, etc. etc. Enfin, je suis désolé, là, on a les caractéristiques d'un état policier. La preuve, c'est qu'il n'y a quasiment plus de manifs. Ou alors, quand il y en a une, le samedi suivant, il n'y a plus que 200 personnes. Enfin, je veux dire, on voit bien quand même qu'il y a des choses là qui sont en train de se mettre en place. Ce qui est inquiétant, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que tout ça va s'arrêter. Et par expérience aussi, enfin, on l'a tous, cette expérience, on sait qu'on ne revient jamais en arrière. C'est-à-dire, ce qui est installé est installé, quoi. Donc, moi, par exemple, je me dis, cette histoire du masque, je sens qu'on va se le trimballer un moment, quoi. Les visios qu'on fait, je pense que ça va rentrer dans les mœurs, même si je trouve ça excessivement désagréable. Mais je sens que c'est quelque chose qui va perdurer, parce que ça va s'installer. Ça coûtera moins cher que de réunir un certain nombre de directeurs au ministère de la Culture à Paris. Donc on dira, ben non, on fait une séance en visio avec les directeurs. Comme ça coûte moins cher, il n'y a pas de frais d'hôtel, de train, etc. Puis on gagne du temps. Enfin, voilà, j'ai peur qu'on revienne dans cette logique-là. Et c'est vrai que du coup, sur la com, nous, ben, on a joué... on a essayé d'être clair et honnête par rapport aux personnes qui ont l'habitude de venir au Rocher. Donc, on a dit la vérité, savoir on ne sait pas. Voilà, on rembourse si vous voulez être remboursé. On garde les billets si vous voulez venir plus tard. Mais au jour d'aujourd'hui, on ne sait toujours pas comment on pourra réouvrir. Et malgré cet effet d'annonce qui est désastreux, parce que de pouvoir dire ça aux gens, c'est terrible, on a vu quand même hier qu'au fond, beaucoup de personnes pensent que ça va redémarrer dès le mois de février et qu'on va pouvoir écouter des concerts, même avec distanciation, même avec le masque, etc. Bien. Merci pour ce premier éclairage. Vous parliez de lien social, d'équipe et tout ça, et Maud, elle n'en a pas trop parlé, et pourtant il y a beaucoup d'équipes et ils font beaucoup de métiers différents au TNBA. Le moral des équipes, comment on manage une équipe. Alors, je sais que tu n'as pas de rôle de manager, mais en tout cas, même s'il n'y a pas de trace, le rôle de la com interne est important aussi. Qu'en est-il au TNBA? Le moral des équipes, bon, j'imagine que le moral, il est le même pour tout le monde, on ne va pas plomber, mais qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait, comment vous communiquez, quels sont les canaux, tout ça, tout ça. Alors, pour parler des équipes, bah, on a fait un gros point avec tout le personnel juste avant, là. Je pense en fait, il y a plein de choses qui se mélangent. Bon, déjà, les gens sont épuisés parce que faire des allers-retours sans cesse, c'est un épuisement nerveux, en fait. Et, voilà, quand je parlais de perte de sens de son travail, en tout cas, moi, je sais que dans mon service, on est deux. Il y a une perte de sens parce qu'on ne sait jamais. Tous les jours, on se lève en se disant qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qu'on écrit, à qui on écrit. Ah oui, mais à 14 heures, on ne sera pas sûr. Donc voilà, et déjà, il y a ça, une perte de sens. Donc en termes de dynamisme, on n'est pas dans les mêmes émotions, on va dire. Après, globalement, c'est compliqué. Nous, on a des artistes au sein du théâtre qui, eux, ont aussi leurs problématiques, hein. Ils sont annulés au TNBA, mais ils sont aussi annulés ailleurs. Donc, il y a une forme de colère aussi qui est en train de se construire parce que c'est vécu comme une injustice, parce que c'est viscéral et que il y a un exutoire qui est en train d'être tu, on va dire, qu'on est en train de fermer. Et donc, on voit très bien que les artistes et le public n'a plus cet exutoire pour ressentir ou exprimer une émotion. Donc ça devient assez néfaste. Voilà, en termes de com interne, c'est très compliqué parce qu'on a des salariés, majoritairement en télétravail. C'est surtout l'équipe de direction qui est sur site et encore. Moi, je suis représentante du personnel, donc avec mon équipe de représentants, on essaie de garder le lien, on est soucieux des uns des autres et on fait des messages réguliers, on appelle, on invite à se voir sur le lieu de travail, quoi. Voilà, quand c'est compliqué. Voilà, pour les équipes. Après, pardon, vas-y. Non, mais j'allais un peu relancer, parce que Patrick, il a tout dit, donc j'essaye de rétablir les temps de parole. Donc, on a vu que le Rocher avait été très actif pour s'adapter, pour essayer d'offrir la culture différemment, même si ce n'est pas la culture. Vous, sur vos réseaux sociaux, sur les capsules, quel message envoyer, outre les messages administratifs de remboursement, etc., quel message et quelle vie un peu insufflée du TNBA, même si ce n'est pas la vie, et même si...
Les capsules, ça a été lors du premier confinement. L'idée, c'était de donner un peu une carte blanche à la fois aux élèves de l'école et à nos artistes compagnons pour qu'ils expriment soit une pensée sur le moment, soit un texte qui leur plaisait, qui faisait écho soit à la situation ou à un rêve. Donc ça a été quelque chose d'assez simple en fait. On s'est dit, donnons la parole aux artistes qui nous entourent et puis gardons le lien comme ça avec nos spectateurs. Après, nous, au TNBA, on a fait le choix avec Catherine de ne pas forcément retransmettre en streaming des pièces de théâtre. Donc ça a été déjà évacué. Et après, l'idée, c'était de créer du lien en faisant un point tous les 15 jours ou tous les mois sur l'activité de création, en fait, auprès par email, hein, tout simplement. Voilà, pour transmettre un petit peu l'existant, en fait, et le cœur de nos métiers. Et après, l'essentiel de l'activité, ça a été tout ce qui est de l'ordre de la médiation culturelle, donc des interventions du service des relations avec le public dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Il ne faut pas oublier aussi que cet été, le ministère a créé ce qu'ils ont appelé l'été culturel et apprenant. Donc, il a fallu imaginer des formes d'intervention avec les artistes dans les temps hors scolaire et voilà, auprès des jeunes, quoi. Donc, nous, on s'est beaucoup tourné vers l'action culturelle, la médiation. Et enfin, pour terminer ce tour de parole-là, Patrick était assez politique tout à l'heure. Donc, vous aussi au TNBA, vous essayez de faire des recours et vous signez certaines choses. Est-ce que tu peux nous parler de cette réaction par rapport au réveil culturel du 15 qui ne se fera finalement pas? C'est très mal accueilli. Enfin, nous, on le vit très mal parce que de la même manière, si on s'est tous préparés, on a répété, on a monté des décors, on a fait venir des artistes. Ces artistes-là, c'est leur métier. On était tous prêts, quoi. Et à 5 jours d'une première, c'est terminé, quoi. Voilà. Donc, oui, on est en colère. Donc, Catherine Marnas, notre directrice, effectivement, a signé ce référé. Voilà. La question maintenant, c'est jusqu'où on est capable d'accepter cette situation. Est-ce qu'on est capable de désobéir? Comment on désobéit? Qu'est-ce qu'on marque? Voilà. Justement, le mot désobéissance est prononcé. On a pu voir dans les journaux que, par exemple, Utopia avait décidé de diffuser ses films avec une salle vide et en fait, sans nous inviter à la désobéissance, ils ont dit que si certaines personnes étaient par là, ils pourraient rentrer et ça constituerait un public. Votre regard par rapport à ça? Est-ce qu'il y a d'autres actions un peu coup de poing? Est-ce qu'il y a des actions un peu symboliques que vous souhaiteriez reprendre dans vos structures respectives? Nous, pour l'instant, ça n'a pas été imaginé jusque-là. Après, là, je ne sais pas, je pense que ça va se bâtir. Et après, c'est une discussion qu'on a eue tout à l'heure. C'est des questions c'est personnel aussi la désobéissance, c'est-à-dire qui est-ce qu'on engage quelque part. Moi personnellement, j'aurais envie de dire si nous on décide de désobéir, on désobéit et effectivement c'est aussi aux spectateurs de faire un choix avec nous, ces citoyens là, ça dépasse aussi ça devient c'est politique, c'est citoyen et je décide de prendre le risque d'avoir une amende, de me faire arrêter, de me faire contrôler. Mais pour l'instant, nous, on n'a pas encore poussé comme l'Utopia à faire un choix décisif, quoi. Patrick, sur cette question-là, tu as... Oui, enfin en même temps, moi je trouve super hein, la réaction d'Utopia, mais on est là encore dans l'ordre du symbolique, quoi, parce que Oui. ça ne génère rien d'autre que du symbolique, quoi. C'est très fort comme image, mais Et je veux c'est dire, aussi pour le... mais aujourd'hui, est-ce que le symbolique c'est suffisant, quoi? Moi personnellement, je pense pas. Le seul problème, c'est que si on est les seuls à ouvrir le rocher et à dire, nous on fait des concerts et vienne qui veut, là ça va pas le faire. Si on est 400 ou 500 salles en France à faire ça, là ça peut générer des choses. Mais là aujourd'hui, il y a une espèce de, moi je trouve une espèce de passivité qui est quand même assez incroyable. Enfin, je ne pensais pas vivre ça un jour. Mais tout à l'heure, j'étais à la manif devant la préfecture à midi.
Donc les délégués syndicaux ont été reçus par les représentants du préfet, de la préfète et de la DRAC. La représentante de la CGT est sortie et elle a dit c'était super, on a été vachement bien écoutés. Vous vous rendez compte? C'est une victoire parce qu'on a été écoutés. Mais on n'est plus là aujourd'hui à être écoutés. Enfin, c'est la CGT qui parle comme ça. Vous vous rendez compte où on en est? Le chemin, il est long encore. Hein. Donc, si effectivement on est content d'avoir été écoutés, ça me rappelle nos syndicats à nous, là, du secteur des musiques actuelles, quand ils étaient reçus par Castex, qui nous envoyaient des communiqués en disant c'est super parce qu'il a lâché une enveloppe de X. Ah ouais, d'accord. Enfin, on n'est pas des banquiers, quoi. On n'est pas là juste pour gérer l'argent, etc. Alors, c'est vrai que la réaction du ministère de la Culture là, et du gouvernement, ça a été d'injecter beaucoup d'argent. On s'en est super bien sortis tous, je veux dire, sur l'emploi, avec la prise en charge de 80% salaire et charge. Il y a eu des soutiens qui sont arrivés de partout, côté ministère, pour soutenir la filière, y compris d'ailleurs sur les concerts en streaming qui ont été, sur lesquels on a pu faire des demandes de remboursement de frais a posteriori. Enfin, je veux dire, côté soutien financier, il n'y a rien à dire, ça a été fait correctement. Sauf que ce n'est pas suffisant. Moi, ce que je trouve grave aujourd'hui, c'est que c'est ce lien social qui manque, qui est en train d'être cassé un petit peu partout là, dans la société. Je veux dire, quand on cantonne les gens à 20 heures chez eux, moi, je ne sais pas ce qui va se passer dans les quartiers assonants. Mais franchement, j'attends de voir. J'attends de voir. Parce que, je veux dire, là, c'est un peu, c'est double ou triple peine, quoi. On demande à des gamins qui n'ont pas pu voir un concert de rap depuis quasiment un an, à des jeunes qui ne peuvent plus aller dans des soirées électro depuis quasiment un an. On leur demande d'être chez eux à 20 heures et d'être bien sages et regarder Netflix. Non, mais c'est pas possible, quoi. Et après, on va critiquer tous ces jeunes qui organisent des rave parties sauvages ou qui s'organisent et qui se retrouvent à 150 dans un appart de 150 mètres carrés. Mais je veux dire, moi, je trouve ça normal. On ne peut pas reprocher ça aujourd'hui. Heureusement qu'il y a des réactions comme ça. Et la vraie désobéissance civile, elle est de ce côté-là aujourd'hui. Mais moi, je trouve que le secteur culturel dans son ensemble, il est très sage. Merci. Je viens de voir apparaître Hélène de Lignoris qui a pu se libérer pour nous retrouver. Donc, merci à vous et bonsoir. Merci à vous. Bonsoir. Donc, en fait, pourquoi cette conférence? Je le redis, toujours pour lier la com et la culture. On sait que la communication, ça nous lie, mais la culture, ça nous rapproche. Et ce soir, dans ce réveil culturel qui n'a finalement pas lieu, c'était l'idée de regrouper les acteurs culturels et les représentants des secteurs, donc vous pour les libraires et pour les librairies. Comment vous vous en sortez aujourd'hui, comment vous vous adaptez, comment vous essayez de communiquer sur la machine à lire et sur ce que vous êtes sur votre secteur et aussi sur votre activité marchande, on va dire. Bonsoir, oui, excusez-moi, mais je n'arrivais pas à quitter la librairie. Donc, je prends vraiment en route. Alors, parler de la librairie, je vais le faire rapidement parce que elle va bien. Donc, la librairie, je parle dans son ensemble. Hein. Je ne parle pas de la machine à lire, je parle des librairies générales indépendantes dont j'ai des échos, c'est-à-dire de ceux qui sont en lien avec nous. Donc, je pense que globalement, les librairies à l'heure actuelle vont bien parce qu'il y a eu un regain d'intérêt pour elles à travers toute la polémique qu'il y a eu lors du premier confinement et puis toutes les questions qu'on s'est posées et qui ont remis le livre au centre d'un débat qui me paraît extrêmement intéressant. Donc aujourd'hui, nous libraires, nous sommes heureux de voir les lecteurs revenir en masse avec en plus beaucoup de gentillesse. Après, on peut pas, enfin je ne peux pas être satisfaite de tout ça lorsque je vois les cinémas fermés, lorsque je vois les théâtres fermés. Donc, nous sommes un des domaines de la culture qui sommes des privilégiés aujourd'hui. Voilà. Après, il est impossible pour nous d'être dans une pensée réjouie, alors que tous nos partenaires et amis de la culture, du théâtre, du cinéma, de la musique, j'écoutais juste Patrick Duval quand je suis arrivé, ne permettent plus l'accès que nous, on permet encore à nos lecteurs à travers l'ouverture des librairies. Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Voilà, ça y est. Une erreur de débutant.
Merci pour ce premier éclairage. Je ne sais pas si c'est votre chaîne ou votre micro, mais on entend des petits clac-clac. Ah oui, c'est parce que j'enlève des bouts d'oreille. Je ne sais Voilà. ce qu'il en est. J'arrive. Et j'ai vu passer une question pour Maud sur le théâtre hors les murs. Il y avait quelqu'un qui posait cette question-là. Tu en as un peu parlé. Oui, c'était moi qui me demandais, du coup, pardon. Pareil, on n'est pas très nombreux, faut se respecter, mais les citoyens sont là, les spectateurs aussi, ils peuvent être acteurs. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est comme ça. J'avais une question justement pour Maud. Quand vous parliez de faire vivre le TNBA autrement, vous expliquez que vous aviez fait des vidéos live au premier confinement. Est-ce que vous avez pensé à faire un peu de hors les murs sur des happenings culturels en fait? Je suis d'accord avec Patrick, ça manque cruellement le lien social et la culture manque, tout comme le sport aussi, parce que pareil, l'arrêt des concerts et l'arrêt du sport à partir de 20h, c'est quand même compliqué. Donc du coup, est-ce que vous aviez pensé de faire ce format happening culturel pour maintenir un peu, déjà faire voir des artistes et de possibles débuts de création, et pour continuer à avoir un semblant de lien avec les spectateurs? Alors là, jusque-là, ça ne s'est pas posé comme ça parce que d'abord, les artistes ont continué à travailler sur leur projet de création dans les murs. Donc, ils ont maintenu ce travail-là. Donc, ils n'ont pas forcément travaillé sur d'autres projets ou alors sur des gros projets. Donc, c'était du travail à la table ou en répétition. Après, tous les artistes avec qui on devait travailler ont repris les textes des spectacles programmés et sont allés à la rencontre des élèves dans les écoles, collèges, lycées. Donc ça a été la priorité. Donc effectivement, moi j'aurais tendance à dire que le happening va se bâtir maintenant. Voilà. Et aussi parce qu'il y en a marre parce qu'encore une fois, intervenir dans les établissements scolaires, c'est répondre à une injonction, c'est faire bien nos devoirs et c'est voilà. Je pense que là, peut-être que les artistes vont s'en emparer autrement, en dehors peut-être du TNBA ou de l'institution, mais voilà. Je ne vais pas arrêter le micro en fait. Merci beaucoup. Je vais revenir à Hélène sur la question de l'intérieur de la librairie, de la vie des équipes en confinement et pas en confinement, de l'ambiance aussi de ces fêtes de Noël et aussi de votre communication. Est-ce qu'elle est singulière par rapport à une communication dite habituelle sur les réseaux? Qu'en est-il de tout ça? Qu'en est-il de votre volet communication? Le volet communication, il est peut-être un peu faible en ce moment parce qu'on est tellement débordé par une situation à laquelle on ne s'attendait pas, c'est-à-dire l'afflux de lecteurs, qu'on donne priorité absolue au site physique, j'allais dire. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'à la machine particulièrement, il s'avère qu'on a refait notre site internet. Il a été ouvert à la vente en ligne de manière efficace, on va dire, il ne l'était pas avant, le jour du confinement, ce qui était évidemment pour nous qui a été formidable, mais qui a généré énormément de travail. Donc, on a donner priorité à une information qui est ce qu'on appelle la lettre du mois, en fait, qui est une lettre hebdomadaire ou qu'on envoie quand on peut, pour donner les informations. La dernière lettre, on a exprimé, je veux dire, pris une position peut-être pour la première fois, mais ça me semblait absolument indispensable par rapport au fait que les théâtres, les cinémas, les salles de concert n'est pas réouvert, donc en disant ce que je dis ce soir, quoi, c'est-à-dire que nous, libraires, on est satisfait de notre situation, mais ça ne peut pas être à partir du moment où nous sommes un petit élément de la culture, qui sommes privilégiés par rapport aux autres, hein, donc, donc on a exprimé ça, donc on essaie de tenir au courant nos clients, lecteurs, amis, de tout ce qu'on doit faire en permanence pour s'adapter, hein, c'est-à-dire on ferme, on réouvre, on fait du retrait en magasin, on n'en fait pas, il y a du couvre-feu, il faut changer les horaires, etc.
Moi, ce que je constate, c'est que les gens sont d'une extrême gentillesse et s'adaptent remarquablement bien à tous ces changements-là, sont d'un grand soutien, d'une grande solidarité. Donc ça, c'est très réconfortant, mais ça peut pas être satisfaisant complètement, quoi. C'est impossible. Les équipes, elles vont bien. Nous sommes tous épuisés à l'heure actuelle, mais comme on l'est en période de Noël, mais là peut-être encore plus. Le confinement a été très, très difficile. Le premier confinement, nous avions travaillé, ma directrice et moi-même, on était en sidération. Donc, on a essayé là de communiquer sur Instagram, sur Facebook, pour dire on est toujours là, ne nous oubliez pas. Le second confinement, on a fait du retrait en magasin. Ce qui veut dire qu'en fait, la machine s'est transformée en un immense hangar dans lequel tous les libraires étaient derrière leur ordinateur. Moi, j'étais souvent à l'accueil pour accueillir les clients sur le pas de la porte. On était complètement dans un autre métier. Et puis là, on est dans un troisième métier qui est celui de faire face à un flux énorme et d'être dans cette volonté toujours de cette solidarité avec ceux qui n'ont pas la chance que nous avons. Donc, c'est à la fois politique, culturel, économique qu'il faut ranger. Moi, je suis partie parce que je m'étais engagée avec vous et je voulais absolument participer un peu à cette réunion, mais en laissant tous les soirs des choses on n'a pas fini. Donc, ce n'est pas quelque chose de satisfaisant dans la qualité du travail qu'on souhaite faire et de l'écoute et de l'accueil qu'on souhaite donner à nos lecteurs, mais on fait au mieux et on va tous tenir, je pense, très bien. Merci. Donc, ceux qui ne reçoivent pas de public, donc les secteurs qui ne reçoivent pas de public, donc là, je me tourne plutôt, ça ne se voit pas, mais non, c'est l'autre côté. Je me tourne plutôt vers Maud et Patrick. Vous tenez aussi, s'il s'agit de tenir, tout le monde tient et tout le monde s'adapte, voire même trop bien, comme disait Patrick. Oui, je suis d'accord avec ça. Si on vous parle de réveil et si on essaye de voir le bout du tunnel, qu'est-ce que vous espérez pour l'après? Qu'est-ce que ça peut nous enseigner aussi et comment communiquer différemment après? Si on peut espérer l'après. Est-ce qu'on comprend ma question ou est-ce que c'est trop philosophique pour l'heure? Non, c'est pas. On peut y répondre. Nous, déjà, on espère. Moi, je pense pas du tout à une réouverture le 7 janvier comme ça a été légèrement annoncé, très légèrement. Moi, je crois plutôt après le 20 janvier. Donc, en tous les cas, nous, voilà, on est dans on se prépare à ça. On espère en tout cas, et puis on regarde attentivement ce qui va se passer dans les mois prochains pour toute une série de concerts qui sont complètement occultés. C'est tous les concerts qu'on écoute debout. Donc les concerts de rap, de musique électronique, de rock, etc. Et par contre, pour lesquels actuellement, il n'y a aucune reprise envisagée. C'est-à-dire que là, au jour d'aujourd'hui, l'été prochain semble même compromis. C'est-à-dire qu'on parle de festivals qui se dérouleraient assis. Donc, et moi, je connais pas mal de gros festivals qui sont en train de réfléchir à cette hypothèse-là, à essayer de s'organiser pour ça. Et puis, les très gros festivals qui risquent de s'annuler, les gros festivals de ces musiques-là. Ce qui aura des conséquences économiques, bien sûr, importantes, parce que ce ne sont pas simplement des artistes. Il faut penser aussi derrière à tous les intermittents, techniciens, etc., qui travaillent sur ces concerts, qui sont excessivement nombreux, et qui là, aujourd'hui, sont sans activité maintenant depuis un petit moment. Et même si on leur dit la date anniversaire, année blanche, etc., il n'empêche quand même que certains qui n'ont plus de travail, plus du tout de travail, vivent uniquement avec les indemnités de Pôle emploi. C'est-à-dire ça peut être 800, 900 euros tous les mois, puisqu'ils n'ont plus de cachet. Donc, c'est une situation qui est quand même assez difficile. Donc, voilà, nous, c'est vrai qu'actuellement, on a fait le choix, on a pris la lourde décision de ne pas sortir notre programme trimestriel auquel on est particulièrement attaché. Donc, on attend de voir ce qui va se passer pour le faire. C'est-à-dire que là, en termes de communication, on attend. C'est-à-dire qu'on annonce les choses, mais avant d'engager des frais, on fait vraiment attention. On essaye d'être aussi réactif, de se tenir prêt à réagir le plus vite possible s'il y a une fenêtre de tir qui s'ouvre. Patrick, est-ce que je peux poser une question?
Ouais. parce qu'il y a un truc que je ne comprends pas bien. Dans quelle mesure il ne serait pas légal, là je ne reviens pas dans la désobéissance dont on parlait éventuellement tout à l'heure, légal ou possible, donc possible, de faire des concerts en extérieur avec pareil une jauge, etc., etc. Puisque un des problèmes aujourd'hui, c'est l'intérieur. C'est vrai pour le sport aussi. Il y a des sports qu'on pouvait pratiquer en extérieur et pas en intérieur. Enfin, moi, est-ce qu'il n'y a pas un moyen Enfin, il y a des trucs que je ne comprends pas parce que quand je vois que la mairie fait du mapping sur la façade et sur la cathédrale et que de ce fait, elle invite les gens à venir, alors elle a beau expliquer qu'il y a ci, il y a là, que ça ne dure pas longtemps, machin et tout ça. Il y a un truc que je ne comprends pas bien, donc Oui. il ne Et serait moi pas non plus. possible d'organiser des choses en plein air. Eh oui, mais Valérie, ça fait partie des incohérences de toutes ces mesures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne peut pas y avoir de rassemblement en extérieur de plus de 6 ou 10 personnes. C'est une des raisons pour laquelle les bars ont été fermés, pour qu'il n'y ait pas de rassemblement extérieur avec trop de monde, etc. Donc, tu as raison, sur l'histoire du mapping Place Péverland, ça franchit un peu, mais il y a comme ça. Un peu, oui, un Il y peu a des marchés de beaucoup. Noël qui se font à Darwin. Enfin bon, après, chacun. Après, il y en a qui passent au travers, tant mieux. Je veux dire, bon, nous, on ne peut pas se permettre ça au Rocher. Très Enfin, clairement. là, le problème du mapping, c'est que Pas se permettre. c'est initié par une Oui, collectivité qui est censée. Enfin, je sais pas. Je sais pas. oui, oui, non, mais ça fait partie de ces incohérences. Mais là, je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Donner l'exemple. Si tu tiens ta phrase, c'était donner l'exemple, c'est ça. En fait, tu sais, ça fait partie des collectivités qui doivent donner l'exemple. Ah, Ben, enfin, je sais pas, oui, je sais pas si donner l'exemple. Enfin, disons que pourquoi eux et pas les autres, quoi. Donc, pour éviter de sombrer dans des débats politiques, Maud, si on doit voir le bout du tunnel et si on doit voir la relance au niveau de la communication, au niveau de faire les choses différemment et au niveau de peut-être composer différemment avec ce qu'on est en train de vivre et ce qu'on a vécu, tu dirais quoi, même si tu n'as pas de boule de cristal, bien sûr. Non, mais en termes de communication, c'est. Enfin, je sais pas. C'est s'adapter. De toute façon, ça va être ça au jour le jour, je pense, pour les prochains mois. Moi, je suis un peu pessimiste aussi. J'ai tendance à penser qu'on n'ouvrira pas avant le 20 janvier. Euh, je pense qu'on a très peur du vide. On a peur de l'absence, on a peur que les gens nous oublient, ne viennent plus, arrêtent de prendre un abonnement, etc. Moi, j'ai assez confiance en ça et je pense que si on doit en tirer une leçon pour plus tard en communication, c'est peut-être aussi ralentir un peu nos procédés ouais, je sais pas, faire des choses sur du long terme et prendre le temps de les poser, quoi. Enfin, moi, j'ai souffert de ça là pendant le confinement. C'est créer, défaire, recréer, arrêter, ne pas aller assez vite pour que ça puisse avoir du sens et puis finalement abandonner. Voilà, et c'est pareil, hein, nous on a renoncé à notre trimestriel, on a voulu faire un mensuel, bah, là on est obligé d'y renoncer. Donc il y a un moment, on va tout découdre et puis on va y aller mollo, quoi. Mais... Hélène, sur les retombées, sur si la crise peut nous servir à quelque chose, qu'est-ce qu'on pourrait en apprendre sur ces différents tempos, sur différentes manières de faire les choses? Qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce que vous constatez? Euh, C'était pour Hélène, mais Maud, si tu veux y aller. Pardon, non, Ah. allez-y, je sais pas, moi je m'interroge beaucoup sur, oui, sur notre sagesse, entre guillemets, quoi. Aujourd'hui, je lisais tout à l'heure que l'Utopia, j'ai pas eu le temps de lire à fond le mail, mais ils vont projeter des films salles fermées et puis ils demandent qu'on vienne bavarder, échanger. Et je me dis qu'il faut trouver ce temps-là pour aller là, qu'il faudrait trouver ce temps pour tout à l'heure à midi aller manifester, qu'il faudrait. J'ai peut-être l'inquiétude d'une situation qui
c'est la première fois peut-être que je suis confrontée à le sentiment de baisser les bras, quoi, et ça me convient pas du tout, du tout, du tout. Je suis à titre personnel, hein, là je parle pas en qualité de libraire, mais totalement dépassée par ce qui se passe, mais c'est pas le virus, c'est comment, qu'est-ce qui nous arrive, nous, gens de la culture, qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça dit, de quoi ça parle, et là, il y a une vraie inquiétude, et est-ce que le combat, il n'y a pas un combat à mener? Enfin, moi, je me sens très désemparée, perdue. J'ai l'impression que c'est très grave et que je ne sais pas si on en mesure complètement toute la portée. Je ne trouve pas de réponse à tout ça et à savoir surtout ce qu'on peut faire pour aider, accompagner, soutenir, défendre. Voilà, je suis dans une grande inquiétude, un grand désemparement. Je ne sais pas si le mot existe, mais c'est un peu ce que je ressens ce soir. Ça fait un peu écho à tous les Je n'ai débats pas écouté, hein, j'ai tout pris en cours, sur donc c'est un peu difficile. sur l'utilité de nos métiers. Chez les communicants, c'est un peu pareil. Par rapport à cette crise, on se dit on fait des outils pour faire des outils, on s'adresse à qui? À des cibles, mais aujourd'hui, les cibles, elles vivent la même chose que nous et on aimerait bien aller faire du pain et en donner à tout le monde. On se sentirait plus utile, mais je demeure persuadé que la communication comme la culture peut être utile et c'est pour ça qu'on est là ce soir pour en parler. Il y a des questions dans l'Assemblée. Une réaction peut-être aussi sur à titre personnel, je trouve que ce qui est déstabilisant, c'est que si on n'est pas sur une activité mercantile, on n'a pas le droit d'ouvrir. Et quand je ne mets pas en cause les ouvertures des commerces, voilà, il y a une logique économique et il faut que ça vive. Mais voilà, il y a des commerces culturels qui ont le droit d'ouvrir aujourd'hui, que ce soit des librairies, des galeries d'art ou autres, mais en face, des musées on est d'accord. ne peuvent pas ouvrir. Or, oui, il y a des très gros musées qui charrient beaucoup de monde, mais il y a quand même des moyens de gérer les flux de visiteurs. Il y a des plus petits musées qui potentiellement pourraient très facilement accueillir du monde dans le strict respect des gestes barrières, des distances de sécurité, etc. Ce qui est déstabilisant, c'est que il y a des règles qui ont été généralisées sans adapter aux situations, des situations spécifiques. Voilà. Oui, mais justement, moi, je me dis de quoi ça parle, quoi. Parce que pourquoi un commerce enfin, je veux dire, c'est le même problème qu'un musée, finalement, au niveau de ce qui va se passer à l'intérieur. C'est-à-dire que moi, je pense qu'à partir de samedi ou dimanche, il va falloir compter les gens, parce que jusqu'à présent, on était épargné par ça pour des tas de raisons, peu importe. Mais un commerce, une grande surface, quelle est la différence entre un commerce et un musée? Et c'est pour ça que je disais de quoi ça parle, ces décisions gouvernementales. Et de quoi ça parle? Je pense que ça parle de quelque chose de très grave. Et c'est ce dont ça parle qui aujourd'hui m'interroge. Et je n'ose même pas penser que... enfin, je n'ose pas penser si, mais je crois que c'est très grave, très profond, et que ça parle de quelque chose qui est une réelle inquiétude sur la place que la culture, c'est quelque chose qui nourrit les musées, les spectacles, la musique, les films, etc. Est-ce que les gens ils vont être affamés? Qu'est-ce qu'ils vont devenir et qu'est-ce qu'ils vont faire et comment ou est-ce qu'on les affame? Enfin, j'en sais rien. Moi, je trouve que c'est, en tout cas, il y a l'incohérence absolue de ces décisions par rapport à musées, commerces, salles de spectacle, etc. Et comme le disait quelqu'un, je ne sais pas trop ce que c'est que le mapping, mais j'imagine que ça fait référence à ce qui était place Péberlan. Tout ça est d'une telle incohérence que je ne sais pas. Enfin, il va falloir qu'on fasse quelque chose, quoi, c'est certain. Mais quoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe dans les autres pays européens? Merci Valérie de cette question. Non, mais Patrick, par exemple, en matière de oui. concerts et tout ça. En Espagne, les concerts se déroulent dans les théâtres. Alors, pas de concerts debout, mais les concerts assis, avec distanciation et port du masque se déroulent. Le couvre-feu, je crois, est à 1h30 du matin et les bars et les restaurants sont rouverts depuis le début de la semaine.
Et en Allemagne, qui est notre référence. Ça durcit, je crois, beaucoup en Allemagne. J'ai lu ce matin rapidement que ça se durcissait énormément, que seuls les commerces de première nécessité étaient ouverts, et je crois que le reste est fermé, mais c'est à vérifier. Très durci. Très commode en matière de concert et de théâtre. Et ben moi, je ne sais pas trop où ça en est ailleurs. Effectivement, j'ai vu que l'Allemagne était en train de fermer les écoles aussi, donc tout est un petit peu. Je ne sais pas où en est l'Italie, puisque. Je vais regarder. Là, la Belgique a reconfiné aussi avec toute Ouais. la fermeture. Le Royaume-Uni aussi fait marche arrière alors qu'il y avait encore pas mal de souplesse. Voilà, c'est. Bien, j'aimerais bien donner une petite note positive à la soirée. J'avais dit qu'on resterait pas longtemps, donc la note positive, c'est qu'on va tenir les délais. Avant de donner le mot de la fin, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interrogations? En tout cas, je me réjouis qu'une association comme la nôtre puisse permettre cet échange. Après, il n'y a pas d'objectif, mais c'était important pour nous de vous avoir ce soir. Moi, je voulais juste dire, tenez bon parce qu'on a vraiment besoin de culture et je pense que dès qu'il y aura le go, ça l'a prouvé avec Patrick la vente des billets, mais dès qu'il y aura le go, on va tous se ruer faire tout ce qui nous a manqué. C'était ma note positive. Oui, on garde espoir au fond. Patrick, Maud, Hélène, le mot de la fin ou un dernier mot si vous avez. Non, moi, c'est simplement peut-être réaffirmer que les librairies sont solidaires des autres. On se sent presque même un peu gêné de cette inéquité et que peut-être que j'espère qu'on trouvera comment accompagner l'avenir si sombre de tous nos compagnons de route en culture et que ça va peut-être créer une solidarité très forte, mais voilà, le mot de la fin, moi, il ne peut pas être optimiste en ce moment. C'est impossible, je suis désolée. J'ai beau chercher, oui, si, je peux être optimiste pour les librairies, mais après, c'est tellement peu de choses que réjouissons-nous pour ça. Oui, mais comment, et après nous, libraires, on va pouvoir accompagner tous les autres, enfin, ou peut-être comme citoyen, peut-être plus que comme libraire d'ailleurs, ou comme citoyenne, ou comme relais, enfin, j'en sais rien. En tout cas, les choix politiques et gouvernementaux qui ont été faits parlent, je le redis, de quelque chose de très grave. Merci. Patrick, Maud, un dernier mot. Maud, vas-y. Ouais, moi, je vais, pour être positive, moi, je vais me réjouir pour les libraires parce que Merci. c'est bien de ça. Et puis, on peut espérer qu'une chose, c'est qu'on soit tiré vers le haut avec vous et que voilà, ça nous amène un peu plus loin. Et puis, il ne faut pas lâcher, garder les yeux ouverts. Effectivement, voilà, ça soulève des choses sociales, quoi. Et, enfin, sociétales. Donc, voilà, c'est un peu difficile dans ce sens-là, mais on garde espoir. Après, je pense aussi peut-être que cet engouement pour les libraires, enfin, l'analyse que j'en ai faite, c'est aussi que les gens qui lisent sont souvent aussi des gens qui vont au théâtre, qui vont au cinéma, qui vont, etc., et qui sont tellement privés économiquement de tous ou au restaurant, enfin, je veux dire, dans tout ce que, parce que la place du Parlement en ce moment, c'est effrayant, quoi, de sortir, de voir tout est fermé, il y a plus restaurant, il y a plus rien et c'est une vie très étrange. Enfin, je veux dire, on déjeune sur des bancs, et je me disais, en fait, je crois aussi que les gens ce qu'ils dépensaient ailleurs, ils vont le mettre aujourd'hui chez nous, et que j'espère qu'à un autre moment, les échanges et les flux se feront dans l'autre sens, quoi. Et ça sera à ce moment-là le rôle des libraires d'inciter les gens à reprendre une place pour les concerts, les cinémas, les théâtres et les choses qui vont avec. Non, moi, juste dire que nous, en tous les cas, on sera hyper réactifs et dès qu'on pourra ouvrir, on ouvrira absolument aussitôt.
Merci à vous et merci d'avoir été là pour ce témoignage. Je sais que ce n'était pas facile aujourd'hui. On a essayé de faire court, mais vous étiez là et on a essayé de montrer que la communication, comme la culture n'est pas économique, mais peut contribuer à, si pas relancer l'économie, relancer la société. C'est important pour nous. Merci d'avoir été là et à bientôt. Merci.